Bonsoir Lomé, bonsoir Palibé, Sokoudé Abidjan, bonsoir Dapaon Kara, bonsoir à tout le peuple togolais et bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple sur Radio Canal K sur Radio Avoleté. Il n'est pas faux d'affirmer que l'opposition togolaise est traversée par des rivalités et des conflits fratricides qui affaiblissent son efficacité. Il n'est pas moins faux d'affirmer qu'après 60 années de dictature de Gnassingbé, la cohésion et la justice sociale sont complètement en lambeaux au Togo. Quel pays les gouvernants actuels ont-ils l'intention de laisser aux générations futures? Quelles sont objectivement et sincèrement les réactions positives et décisives des gouvernants actuels? La presse est muselée et les journalistes sont traqués et contraints à l'exil. Les formations politiques de l'opposition ainsi que les organisations de la société civile sont interdites de réunions et des manifestations. En dépit du constat fait par Faure Gnassingbé lui-même, malgré les rapports d'audit, la corruption, les crimes économiques et l'impunité ont établi et élargi leur règne au Togo. Les prisonniers politiques se comptent par centaines, s'ils n'ont pas succombé entre-temps aux tortures et traitements cruels et dégradants dont ils font l'objet dans les lieux de détention transformés en enfer à ciel ouvert. Les départs forcés en exil politique sont plus nombreux que les retours volontaires au bécail pour apporter sa modeste contribution à l'édifice social, économique et politique du Togo. La misère est endémique et visible dans les regards et les soupirs de chaque Togolais. Quel cynisme, quelle cruauté de confisquer la direction d'un pays dont on a divorcé si longtemps avec les populations. Les dirigeants des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont-ils au moins conscients de l'immense souffrance qu'il inflige aux Togolais? Et c'est sur ce fond de désastre et de chaos total que des pontes du Parti uni, Union pour la République parti au pouvoir, tentent de dissimuler la responsabilité des gouvernants actuels dans le naufrage économique, politique et social du Togo. Mais au milieu des ténèbres et du désespoir, des flammes d'espoir semblent se rallumer. L'engouement extraordinaire des populations à s'inscrire sur les listes électorales lors des recensements est un casse-tête inquiétant pour les gouvernants actuels. L'alternance politique ne sera jamais livrée aux Togolais sur un plateau en argent. Mais elle sera l'aboutissement d'une lutte âpre et déterminée des populations victimes au premier plan de la malgouvernance et des injustices de tout genre. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Eh bien, fidèles auditrices, auditeurs de Canal K de Radio Avoleté, c'est sur cette affirmation que Feu Sylvanus Olympio débuta son discours inaugural pour proclamer l'indépendance du Togo le 27 avril 1960. Et pour le débat citoyen de ce soir, la division au sein de l'opposition togolaise empêcherait-elle Faure Gnassingbé à œuvrer pour la tendance politique? Nous allons en débattre dans quelques instants avec nos invités en ligne depuis Lomé. Nous accueillerons justement Dr Richard Tinjo, vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains, et le journaliste Ricardo Agouzou, qui est également conseiller municipal du groupe indépendant Causa Espoir. Nous marquons une pause et nous accueillons en ligne depuis Lomé nos invités. Merci de votre résistance sur Radio Canal K et sur Radio Avoleté. Bien, ça se passe sur le 3xcanalk.ch, 3xradioavoleté.com. Et comme annoncé, nous accueillons en ligne depuis Lomé nos invités. D'abord, on accueille Dr Richard Tinjo. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de la radio Avoleté Canal K. Bonsoir également à mon frère et ami Ricardo et à tous les citoyens et citoyennes qui résident dans la diaspora. Également au Togo, puisque nous sommes également suivis au Togo. Alors, merci beaucoup, docteur Richard Tinjo. Vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Toujours à Lomé au Togo, on accueille notre confrère Ricardo Agouzou. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à tous les fidèles auditeurs qui nous écoutent sur Radio Canal K et Avoleté. Bonsoir à tous les Togolais. Ricardo Agouzou est journaliste. Il est également conseiller municipal du groupe indépendant Causa Espoir, justement basé à Kara.
Alors, avant de revenir sur le débat citoyen proprement dit et dans le thème, la division au sein de l'opposition togolaise empêcherait-elle Florian Singbe à œuvrer pour l'alternance politique au Togo? Eh bien, on va également parler d'actualité de cette semaine, justement, Dr Richard Tinjo. Je viens de dire avant d'aborder le thème du débat citoyen proprement dit, je souhaiterais vous entendre sur la réaction de la conférence des évêques du Togo CET qui, dans un message dédié surtout à la classe politique togolaise, a invité les acteurs politiques à créer, selon leur propre thème, à créer un bon climat pour les régionales et les élections législatives à venir. Les évêques ont également demandé au gouvernement togolais de libérer les prisonniers politiques. On en compte plus d'une centaine. Je pense que vous avez les mêmes informations que nous par rapport à ces prisonniers politiques. Alors, docteur Richard Tinjo, comment avez-vous reçu ce message des évêques du Togo? C'est pas la première fois qu'ils réagissent. Merci Amos. Avant toute intervention, permettez-moi de saluer la mémoire de tous les Togolais qui sont tombés sous le joug de la dictature, qui sont tombés sous le joug des colons. Aujourd'hui, c'est la fête des martyrs. Je crois les martyrs, ce n'est pas simplement les martyrs de Pia, mais ce sont les martyrs tous les martyrs togolais qui sont tombés pour la libération du Togo, que ce soit avec les néocolonialistes qui nous régentent, que ce soit avec les colons, les maîtres qui ont su tenir en haleine ou bien embrigader notre liberté. Je voudrais que nous ayons une pensée spéciale à tous ces martyrs-là. La sortie des évêques, cette sortie est à saluer. Ce n'est pas la première fois, comme vous l'avez dit, que les évêques font ces sorties-là pour interpeller la classe politique à plus de sérénité, de cohésion, pour que nous puissions véritablement bâtir notre Togo. Mais je voudrais, à travers cette intervention, dire qu'il ne faudrait pas que les évêques se limitent simplement au communiqué, mais qu'ils fassent un pas vers les acteurs politiques, vers les protagonistes, notamment la classe politique de l'opposition, comme le pouvoir, pour voir dans quelle mesure rapprocher les opinions pour que la sérénité y ait. Parce que bientôt, bientôt c'est les élections législatives régionales. S'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la sérénité dans le pays, la tension étant vive, on ne sait pas ce qui pourra arriver, ce qui ne serait pas bien pour tous les Togolais que nous sommes. Il va falloir que les évêques fassent une démarche de façon concrète en rencontrant la classe politique, comme je l'ai dit, de l'opposition et du gouvernement, et qu'il y ait une assise rapide pour repenser à la manière dont ces élections-là doivent être organisées dans la transparence pour que la paix vienne après ces élections et que le meilleur soit à l'aise pour pouvoir diriger. Mais pour que cela aussi marche, il faudrait qu'il y ait de la bonne volonté de la part de ce régime. Il faudrait qu'ils aient la bonne volonté d'accepter qu'on puisse se mettre ensemble pour véritablement réfléchir sur la manière dont les élections doivent s'organiser de façon apaisée et que tout le monde puisse participer. On a vu déjà avec le processus du recensement électoral, les défaillances qu'on a constatées montrent à suffisance que s'il n'y a pas cette assise, on ne sait pas ce que demain pourra nous réserver. Et je voudrais inviter les évêques à aller au-delà des communiqués et poser des actes pour rassurer. Parce qu'une fois que les évêques vont commencer par faire cette démarche, la population est témoin. C'est la population maintenant qui va essayer de soutenir, essayer de mettre une certaine pression sur le gouvernement à accepter, organiser ces élections-là de façon apaisée. Parce que nous avons toujours vu comment les élections ont été organisées dans ce pays et à la fin, nous voyons aussi ce qui se passe. Il ne faudrait pas que nous puissions prêter le flanc, surtout que actuellement nous sommes en train de nous battre tous contre le terrorisme. Il ne faudrait pas que nous prêtons le flanc à cela. Il ne faudrait pas qu'on dise qu'après que c'est la classe politique de l'opposition qui n'est pas en train de faciliter la chose, alors que ceux qui organisent même les élections sont les premiers acteurs qui posent les balises de ces conflits ou de ces crises politiques. Voilà ce que je peux dire pour ce premier point. D'accord. Alors, Ricardo Agouzou, vous qui êtes journaliste, je l'ai dit tantôt, conseiller municipal du groupe indépendant Causa Espoir à Kara,
la crise politique perdure et perdure. Et là, vendredi dernier, la conférence des évêques du Togo, CET, dans un message dédié surtout à la classe politique togolaise, a invité les acteurs politiques à créer un bon climat pour les régionales et les élections législatives à venir. Vous avez écouté tout à l'heure Dr Richard Tinjo qui a salué ce message des évêques du Togo. Mais pour Dr Richard Tinjo, les évêques du Togo doivent faire mieux que ça, ou bien ils doivent encore agir concrètement en approchant les acteurs politiques, notamment de l'opposition du pouvoir. Alors, quelle est votre réaction, vous, en tant que journaliste ou citoyen, Ricardo Agouzou? Merci Amos pour la question. Je voudrais aussi saluer mon co-débatteur, Dr Tingo. Sur la question de la sortie des évêques au Togo, je pense d'abord qu'il faut saluer cette sortie. Saluer la sortie parce que, vous savez, ce n'est pas une sortie anodine. On peut le qualifier d'une communication politique. Quoique les évêques soient des acteurs apolitiques, mais ils sont des leaders d'opinion, ce qu'on peut appeler des prescripteurs. Ailleurs, on va les appeler les grands électeurs parce qu'ils peuvent orienter le choix des citoyens à la base. Alors, leur sortie, moi, je l'analyse sous l'angle d'une vérité qu'on dévoile, mais avec beaucoup plus de diplomatie. Je vais m'interroger, voir si cette diplomatie, ça vaut encore la peine. C'est-à-dire, aujourd'hui, la sortie des évêques prouve qu'il y a encore des détenus politiques au Togo parce qu'ils réclament la libération des détenus politiques. Ce que le pouvoir ne veut pas entendre de ses oreilles. Ça voudrait dire que les évêques ont pris une position et ont dit la vérité sur cette question. Alors, quand les évêques demandent une élection apaisée, c'est qu'il faut comprendre que le contexte dans lequel nous sommes est un contexte qu'il faut revoir, sinon les élections ne seront pas l'attente des acteurs. Dans les pays de grande démocratie, vous n'allez pas voir cette sortie des évêques ou cette demande ou cette prière. Ce qui voudrait dire que les évêques ont fait une analyse et constatent que le contexte actuel du Togo n'est pas un contexte où on peut aller à une élection sans régler un certain nombre de problèmes. Sinon, nous allons donc nous retrouver devant des conflits ou devant des persécutions que nous avons toujours vues lors des élections, avant, pendant et après. Alors, c'est pourquoi je voudrais les féliciter pour cette sortie et j'ose croire que le pouvoir en face, qui est un régime aussi bien assis, a bien saisi le message politique qui a été envoyé. Sauf que lorsque Dr Tingo dit que le pouvoir doit avoir une bonne volonté, nous devons savoir que nous sommes dans un système politique qui est un système autocratique, c'est-à-dire un système dans lequel on reconnaît le désaccord, on reconnaît les contestations, les frustrations, mais on fait tout pour les étouffer sur la place publique. C'est pourquoi parfois on interdit les manifestations. Et dans un tel régime, il ne faut pas attendre une volonté politique. C'est en cela que je vais revenir sur la diplomatie que jouent les évêques depuis pendant longtemps. Il ne sert à rien devant un système autocratique de jouer encore à la diplomatie. Parce que nous sommes face à une injustice, il faut la dénoncer, prendre position. Dans une injustice, on ne peut pas être neutre. Alors les évêques, comme Dr Tingo l'a dit, doivent aller au-delà des communiqués, rencontrer les acteurs, parce que lorsque un État brûle, mais c'est les religieux qui se lèvent pour apporter leur l'eau au moulin. Et donc, il faut anticiper, il ne faut pas attendre qu'on aille aux élections et après, on commence par traquer des Togolais, on commence par poursuivre les Togolais et les amener en exil, anticiper en allant vers les acteurs, échanger avec eux, pas initier des actions publiques vu dans le passé ne puisse plus se retrouver. Nous avons vu au Congo le rôle qu'a joué les acteurs de l'Église catholique, les évêques. Nous avons vu tout ce qu'ils ont fait, même si l'alternance a été décriée de toutes les façons, ça a rapproché les gens et il y a eu l'alternance en RDC. C'est cet appel que moi je vais lancer aux évêques de sortir un peu de cette diplomatie.
diplomatie parce que nous sommes face à un système qui ne comprend pas la diplomatie. Il faut clairement régler le jeu à la base pour permettre à certains de se retrouver. D'accord. Alors, docteur, je vous donne la parole, docteur Richard Tidjo. Avant que vous ne réagissiez par rapport à ce que vient de dire le journaliste Ricardo Agozo depuis Lomé au Togo. Alors, docteur Richard Tidjo, Ricardo Agozo parle de diplomatie, mais nous, on est un peu mal à l'aise. Moi, personnellement, quand on parle, c'est du français. Les évêques du Togo demandent aux acteurs politiques et l'opposition et le pouvoir à créer un bon climat pour les régionales et les élections législatives à venir. Alors, qui va créer ce bon climat, qui est le pouvoir? Est-ce que c'est le pouvoir? Est-ce que c'est l'opposition? Docteur Richard Tidjo, c'est un peu flou. Pour Ricardo Agozo, c'est de la diplomatie. Qui va créer un bon climat au Togo? Pour créer le bon climat, comme je l'ai dit, cela doit venir forcément de ce pouvoir-là, de ce régime. C'est à eux de créer le climat. Je vais donner quelques exemples pour illustrer ce dont je parle en parlant de bonne volonté. Regardez les questions de manifestation. Lorsque les partis d'opposition veulent organiser leur activité sur le terrain, souvent ces activités font face à un refus catégorique de la part de certains préfets, de certains chefs cantons, ainsi de suite. La dernière fois, nous avons vu la délégation de la DMK qui devait aller dans Pelé, malgré les formalités administratives, pour pouvoir tenir leur meeting là-bas. Ça a été un refus catégorique. Nous avons vu Togo debout il y a de cela quelques mois vouloir tenir son meeting pour un peu dénoncer comment l'affaire de Covid-Gate a été gérée. Malgré les démarches administratives, ils ont toujours trouvé des moyens pour interdire les manifestations. Et également pour le grand mouvement citoyen de Maître Dodiapé, bon, c'est pas son, c'est son initiative, mais je pense que c'est pour tout le monde. Voilà l'initiative que Maître Pévon du parti FDR a lancée aussi a été refusée. Pas plus que moi-même, la dernière fois, j'étais à l'intérieur du pays, chez moi à Dankwen, ce n'était même pas dans le cadre politique. C'était dans le cadre des activités culturelles parce que bientôt il y aura la fête des Inam chez nous. Et j'ai tenu à informer le doyen de la famille et le chef canton qui est de la même famille. Nous sommes de la même famille. Lui disant que bon, bientôt il y aura la fête des Ignam, il faut encore des activités culturelles comme je l'avais fait de par le passé. Les jeunes sont en train de solliciter. Je voudrais rencontrer quelques cadres, quelques jeunes pour pouvoir leur donner encore mon point de vue sur la manière dont nous comptons organiser la chose pour que ce soit bien, parce que vous savez que c'est en période de vacances, il faut promouvoir les activités culturelles, faire en sorte que les enfants se sentent à l'aise chez eux. Mais vous ne pouvez pas croire que malgré que j'ai informé le chef canton pour qu'il sache que nous voulons faire une activité au niveau du canton, il a appelé le préfet qui a demandé que j'arrête automatiquement, que je ne peux pas tenir une telle activité, que je suis en train d'empêcher le déroulement du recensement. Pourtant, j'ai eu même à discuter avec le préfet lui disant, écoute monsieur le préfet, je suis venu dans le cadre de la préparation d'une activité culturelle, sportive et autres. Ça n'a rien à voir avec le politique. C'est vrai, je suis un acteur politique, mais je ne suis pas venu dans ce cadre parce que si je devais être dans ce cadre, j'aurais fait des démarches administratives pour informer, ainsi de suite. Mais ici, je suis chez moi avec mes frères. Est-ce que en tant que citoyen, en tant que natif du milieu, je ne peux pas rencontrer mes frères et discuter? Il faut forcément que j'ai une autorisation de la part de vous, monsieur le préfet, pour pouvoir le faire. En plus de ça, je suis un élu, je suis un conseiller. Là, j'ai eu même à informer le maire par téléphone, lui disant que bientôt je suis en train d'arriver pour faire le recensement. Je vais profiter même, demander à la population, à ceux qui sont là, qui n'ont pas leur carte d'aller, parce que la carte d'électeur aujourd'hui a plus de valeur que la carte d'identité. Et c'est la même activité que eux, s'ils sont en train de mener. Il m'a dit oui, ça c'est une bonne chose. Là, eux, ils sont en train de faire la même chose. Bien avant cela, même les militants du Parti Uni là-bas ont circulé, ont regroupé des gens, ont discuté pour leur mobiliser afin qu'ils aillent se faire recenser. Même moi, je n'ai pas compris pourquoi, à mon niveau, on devait m'interdire de faire cette activité. Ou une activité de discussion avec des frères pour programmer quelque chose qui n'a rien à voir avec la politique. On dit, je n'ai pas droit à le faire. Et on envoie la gendarmerie pour pouvoir m'interpeller, pour me dire de disperser la foule, de quitter là-bas. Est-ce que c'est normal? Dans ces conditions, est-ce que nous pouvons vivre, nous rassurons la population? Dans ces conditions-là, est-ce que ça ne montre pas qu'il y a un parti pris?
Et c'est pour ça que je dis qu'il faudrait que les évêques aillent au-delà des communiqués, aller voir concrètement le gouvernement en place, le pouvoir en place, aller voir les acteurs politiques. Et dans un creuset, nous allons réfléchir à la manière dont nous allons tous apporter notre contribution pour une élection apaisée. Parce qu'on ne peut pas organiser une élection alors que certains ont la liberté de circuler, de faire leur meeting, de faire leur activité, de rencontrer qui ils veulent. Pendant ce temps, les autres acteurs, que ce soit de la société civile ou bien des acteurs politiques de l'opposition, on leur interdit cela. Est-ce que ça c'est normal? Dans un pays qui se veut démocratique, est-ce que c'est ça la démocratie? Si parfois nous dénonçons, nous disons que le Togo a l'allure d'une dictature, c'est ce genre de comportement que les gens ont sur le terrain. Et je suis sûr que ces informations-là sont souvent légion et étouffées dans les milieux parce que les gens n'en parlent pas. Ouais, si nous n'avons pas l'opportunité d'avoir des médias ici pour pouvoir dénoncer et parler, à l'intérieur, ce qui se passe, c'est vraiment c'est un calvaire. Hein? C'est un calvaire. Les chefs cantons qui sont à la solde du pouvoir, les préfets qui sont à la solde du pouvoir, finalement, on ne sait plus. Est-ce que le pays est gouverné pour certains et contre certains? On ne comprend absolument rien. Il va falloir que les évêques prennent en compte nos préoccupations, qu'ils aillent voir le pouvoir, travailler pour que nous puissions tous apporter la contribution dans ce pays. D'accord. On va, Ricardo Agozo, je ne sais pas si vous avez une dernière réaction par rapport à cette dernière sortie des évêques du Togo. Sinon, on va maintenant entamer le débat proprement dit. Ricardo Agozo. Non, je n'ai pas trop de choses à dire parce que nous avons déjà dit ce que les évêques doivent faire. Dr Tinjo a fait tous les détails. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est temps d'arrêter de continuer dans cette diplomatie. Face à une injustice, il faut prendre position pour le peuple et pour la justice. Que les évêques commencent par dire clairement la vérité au régime. D'accord. Voilà votre comportement. Ricardo Agozo, je comprends votre réaction, mais est-ce que vous avez l'impression, vous avez bien lu ce message des évêques du Togo, hein? Oui, on dit ils veulent que les acteurs politiques créent un bon climat pour les régionales et les élections législatives à venir. Est-ce que, en lisant ce message, est-ce que vous avez l'impression que les évêques du Togo ont mis dos à dos et l'opposition de pouvoir? Oui, mais bien sûr, quand on parle des acteurs politiques, on parle de qui? C'est ce que le docteur a posé comme question. Qui doit créer de bonnes conditions pour une élection apaisée? C'est les gouvernants. Et donc, en réalité, il faut interpeller le gouvernement sur la situation que les acteurs de l'opposition de la société civile vivent aujourd'hui. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est les cris et les revendications des acteurs qui ont contraint les évêques à faire cette sortie. Maintenant, quand vous voulez faire la sortie, il faut interpeller clairement l'auteur, celui qui crée ces conditions pour qu'aujourd'hui on ne puisse plus parler d'une élection apaisée. Mais mettre les acteurs de l'opposition et du pouvoir dans le même lot, comme si chacun avait une responsabilité à jouer, moi je pense que c'est une diplomatie dont nous n'avons plus besoin. D'accord. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoulété. Alors maintenant, on va entamer le débat proprement dit de ce soir. La division au sein de l'opposition togolaise empêcherait-elle Faure Gnassingbé à œuvrer pour la tenance politique au Togo? Alors justement, Dr Richard Tinjo, le débat est posé. On se rappelle, à la suite de feu Charles Agbakondi, le ministre Foli Bazi Katari tente également, il y a quelques jours, de justifier la crise politique togolaise par la faiblesse de l'opposition togolaise. Alors, comment analysez-vous cette façon de retourner les rôles? Est-ce de la mauvaise foi ou du réalisme politique, Dr Richard Tinjo? D'abord, la sortie du ministre me fait un peu rire parce que c'est ce régime-là qui est à la base de la division au sein de l'opposition. Il ne faudrait pas qu'on se voie la face. L'opposition n'est pas divisée. C'est eux qui créent les conditions de la division de l'opposition, qui montrent telle personne contre telle, qui trouvent que telle personne ne devrait pas faire ceci. D'abord, pour parler de la division au sein de la classe politique, est-ce qu'en leur sein, eux-mêmes ne sont pas divisés? Eux-mêmes ne sont pas divisés là-bas? Depuis qu'ils ont créé leur parti Unir, voulant mettre en place les présidents régionaux et consorts, est-ce que ça a été mis en place? Depuis que le feu professeur Charles Kondi Agba, le doyen
le doyen du parti, ou bien le doyen des sages, voilà comment il l'appelait, depuis qu'il est décédé, est-ce qu'ils ont pu changer quelqu'un? Ils ont pu remplacer le feu Kondé Agba? Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'en leur sein, ils n'ont pas de division? Pas plus que la semaine passée, je crois. Il y a eu une affaire de mouvement que l'ex-ministre de la Défense, Marguerite Nyakadé, un mouvement qu'elle a créé, où finalement, elle a été destituée à la tête de ce mouvement parce qu'il y a des intentions de création de partis. Vous voyez, tous ces désordres-là, ils ont aussi le désordre chez eux. Pourquoi l'affaire de l'opposition les intéresse tant? Pourquoi l'affaire il faudrait qu'ils s'occupent de leur maison. Ils ont des problèmes là-bas. Ils ont des problèmes. Et comment appelle-t-on le petit frère du président qui est en prison jusqu'à ce jour? Est-ce que ce n'est pas un problème de la famille? Est-ce que ce n'est pas un problème de leur parti? Est-ce qu'ils ont fini de résoudre le problème? Le problème avec l'ex-ministre Boudoumer, il y a un temps dans leur parti là-bas. Maintenant, je voudrais me poser une question directe par rapport au débat. La division au sein de l'opposition, si la division il y a, la division au sein de l'opposition togolaise empêcherait-elle Fona Singbe à œuvrer pour la tenance politique au Togo? La division de l'opposition n'empêche absolument en rien le président de la République à faciliter la tenance à la tête du pays. S'il y a la bonne volonté, tout le pouvoir est dans leurs mains. C'est à eux de décider d'avoir une alternance apaisée. Ce n'est pas l'opposition qui empêche l'alternance apaisée dans ce pays, bien l'alternance dans ce pays. S'ils veulent bien qu'il y ait l'alternance, ils le feront. Pendant longtemps, ils ont toujours accusé. Docteur Richard Tidjon, est-ce que vous êtes conscient? Je pense que vous êtes présent sur plusieurs plateformes, puisque on parle des plateformes WhatsApp surtout. Voilà, maintenant le combat se fait maintenant aussi par beaucoup de citoyens dans le monde entier. On se parle pas à l'entremise des réseaux sociaux. Vous savez que une campagne de démobilisation, surtout bien de déstabilisation de l'opposition est mise en place. On met là toute la force sur l'opposition. Il est bien vrai qu'on peut parler entre guillemets d'erreur politique, mais voilà, l'opposition a fait ceci. Vous, parti politique, c'est pour ça qu'on a posé le débat. S'il y a division, est-ce que ça empêcherait Fona Singbe à œuvrer pour la tenance au Togo? J'ai bien dit, ça n'empêche pas que nous ayons des difficultés au sein de l'opposition à s'entendre sur un certain nombre de points. Cela n'empêche pas le président de la République d'organiser ou bien de faciliter la tenance à la tête du pays. Ça n'empêche absolument rien, puisque c'est eux qui détiennent tout. Ils ont tout l'appareil de l'État dans leurs mains. S'ils veulent aujourd'hui organiser une élection transparente pour qu'il y ait l'alternance, ils vont le faire. Mais il ne faudrait pas qu'ils jettent l'anathème sur l'opposition. Je voulais un temps donner un exemple. Et quand vous avez repris la parole, quand on prend l'Assemblée 2013, je crois, ils ont toujours donné l'impression que c'est parce que l'opposition est à l'Assemblée que l'opposition empêche le pays de se développer. En 2018, quand ils sont allés aux élections, eux seuls sont allés aux élections, ils ont organisé. Ils sont seuls à l'Assemblée. Pourquoi le pays n'a pas retrouvé sa sérénité? Pourquoi le pays, il n'y a pas eu la stabilité? Il n'y a pas l'épanouissement du citoyen? C'est eux qui détiennent l'appareil de l'État. La vraie opposition est dehors, elle est extra-parlementaire, elle n'est pas là. Mais ils sont là-bas, comment ils arrivent à gérer le pays? Aujourd'hui, l'affaire de carburant, l'affaire de ciment, l'affaire d'engrais, les routes, les mairies ont été mises en place. Pendant la saison pluvieuse, là, vous sortez un peu à Lomé, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est eux qui dirigent le pays. S'ils veulent qu'il y ait de l'alternance, ils vont l'organiser. Il ne faudrait pas qu'on pense que c'est l'opposition. C'est un jeu que les gens font pour créer la diversion en donnant l'impression que c'est parce que l'opposition ne s'entend pas qu'il n'y a pas d'alternance. Non, pourquoi? Si réellement il y a la bonne volonté et qu'ils veulent qu'il y ait de l'alternance, qu'ils organisent les élections de façon transparente. Et tout le monde ira, quel que soit le parti d'opposition, ils iront et le peuple fera son choix. Docteur Richard Tidjon, je vous comprends. Pour faire suite également à ce débat citoyen sur la division qu'il y aurait au sein de l'opposition, qui pourrait éventuellement empêcher Fona Singbe d'œuvrer pour la tenance au sommet de l'État. Vous savez, on dit que les difficultés internes que traverse actuellement le cas de feu Maître Yaovi Agbodjigbo et l'UFC de Jeki Solupio, qui, selon des informations, est mal des réfugiés actuellement au Ghana, seraient, selon certains observateurs avisés, des manœuvres de déstabilisation et d'affaiblissement téléguidées depuis le Parti Unir. Est-ce que vous avez les mêmes informations? Mais qu'en pensez-vous, Dr Richard Tidjon?
Oui, nous avons aussi ces rumeurs, mais nous n'avons pas encore les moyens de vérifier si c'est vrai ou c'est faux. Mais tout porte à croire que la division de l'opposition arrange plus le parti au pouvoir. Plus nous bataillons, ils jettent certains de leurs journalistes sur des débats, ces gens de débats, pour créer la diversion. Pendant ce temps, on les oublie carrément. Alors que ceux qui gèrent mal le pays, c'est à eux plutôt qu'on devait s'en prendre, au lieu de s'en prendre à ceux qui se battent pour que ça change, pour que l'épanouissement soit la règle d'or pour tout le monde. Ouais, quand je parle de la manipulation, comment se fait-il que parfois on autorise certains partis de l'opposition facilement à faire des activités, par contre d'autres n'ont pas cette chance-là? C'est une façon de manipuler l'opinion. Ouais, donner l'impression que certains sont en accord avec eux, ou bien ils sont légalistes, d'autres ne sont pas légalistes. C'est du désordre. Il va falloir arrêter cette pagaille-là. Il va falloir arrêter cela. Soit on est pour tout le monde, on dirige le pays et que tout ce qui est établi, que chacun soit capable de bénéficier. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que certains ont droit et d'autres n'en ont pas. D'accord. L'opposition, la division de l'opposition n'est pas encore un problème. D'accord. Avant de donner, je vous comprends, Dr Jatinjo, on va aller droit au but. Avant de donner la parole au journaliste Ricardo Agouzou, alors, que doit faire concrètement l'opposition dans son ensemble face à ces situations où, vous l'avez dit tout à l'heure, le pouvoir crée la diversion en parlant de division au sein de l'opposition? Moi, je pense qu'actuellement, ce qui va se passer, nous avons des enjeux devant, les élections législatives et régionales. Ces enjeux-là, si entre nous, leaders des partis politiques, nous n'arrivons pas à s'entendre, il faudrait qu'au niveau des préfectures, au niveau de la base, les jeunes fassent une coalition pour s'organiser afin de faire front contre le régime à ces élections prochaines-là. Parce que je donne un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire. En 2007, je crois, on était allé aux élections. Il y avait pratiquement tous les partis, les anciens partis. Moi, j'étais dans le cas. L'honorable Targon était dans le PDP. Et il y avait, je prends l'exemple de Dankwen, mais pour illustrer, pour que vous compreniez un peu la stratégie qui a permis en 2013 à l'élection de l'honorable Targon. En 2007, dont je parle, on était là, l'opposition était là, chacun se battait sur le terrain. Et j'allais de temps en temps organiser des rencontres au niveau de la préfecture de Dankwen, rassemblant tous les partis d'opposition contre le régime en face. Et la stratégie, c'était quoi? C'est de faire en sorte que nous puissions nous entendre pour avoir un candidat unique et aller à ces élections. Malheureusement, comme nos leaders ne s'entendaient pas sur cette logique, nous sommes allés en rang dispersé et finalement, on a perdu. Mais après les élections de 2007, quand nous avons fait le point de l'électorat que chacun a eu, on voyait qu'on pouvait arracher un député. Et c'est là. Entre-temps, moi, je revenais toujours faire le compte rendu au niveau du cas pour leur dire, écoutez, nous, à Dankwen, on a une stratégie. Si entre vous, les leaders, vous pouvez vous entendre, qu'on aille ensemble, ça serait une très bonne chose. Alors qu'à l'époque, c'était une division entre le cas, l'UFC et la CDP, ainsi de suite. Donc, ils ne pouvaient pas s'entendre. En 2013, quand il y a eu le mouvement Arc-en-Ciel, ils sont allés dans la logique de se mettre ensemble pour choisir des candidats uniques pour pouvoir aller à ces élections locales. Parce que là-bas, au niveau local, les gens se connaissent, les gens votent les personnes crédibles, pas des gens qui vont parce qu'ils ont envie d'aller aux élections. Et en 2013, nous avons dit, bon, ok, honorable Targon, nous allons te positionner. Ceux du CAR, nous allons nous rassembler, on va s'ajouter à ceux du PDP pour que tu puisses sortir. Et Dieu merci, la stratégie a marché. Nous avons convergé nos efforts et il a été élu en 2013. Vous voyez, et c'est de là que nous nous sommes dit, bon, finalement, il faut aller créer notre parti parce que nos têtes de poids là ne s'entendent pas. PDP a pris sa route, le CAR est là, l'arc-en-ciel a disparu, finalement on ne pouvait plus se retrouver et nous avons créé le CAR. C'est pour vous dire, si les leaders ne s'entendent pas, les jeunes peuvent s'organiser dans leur préfecture d'origine pour faire barrière à ce régime et gagner ces élections. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, c'est possible. C'est une question d'organisation. Et c'est ce qui va obliger les leaders des partis politiques à s'entendre finalement. Parce qu'on risque de passer tout le temps à discuter. Union de l'opposition. Pendant ce temps, le temps avance, on ne s'organise pas sur le terrain, le régime gagne du terrain et empêche les jeunes à s'organiser sur le terrain. Et au final, on se retrouve dans un trou. On a compris. D'accord. Alors, Ricardo Agouzou,
Alors revenons sur le thème du débat. Justement, il n'est pas faux d'affirmer que l'opposition togolaise est traversée par des rivalités, des conflits fratricides qui affaiblissent son efficacité. Alors Foli Bazi Katari, un ministre togolais et de surcroît cadre du parti uni, Union pour la République, parti au pouvoir, avait affirmé il y a quelques jours être inquiété de la division au sein de l'opposition. Alors, réponse du berger à la bergère, Francis Pedro Amouzou de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, Nicodème Rabia du parti Les Démocrates et d'autres leaders ont fustigé cette sortie du ministre Foli Bazi Katari. Alors, Ricardo Agouzou, quelle est également votre réaction sur cette sortie du ministre Foli Bazi Katari? Oui, je pense que la sortie du ministre Foli Bazi, vous l'avez déjà dit, il y a l'ancien ministre Feu aujourd'hui Agba, qui avait dit la même chose. Et pour moi, ce n'est pas des sorties ratées comme les gens le pensent. Parce que lorsque la sortie du régime sort, cette sortie ne s'adresse pas au Togo. C'est une sortie faite à pour dire que nous sommes une démocratie bien assise, nous avons besoin d'une opposition forte, mais malheureusement, c'est les acteurs de l'opposition qui ne sont pas organisés. En même temps qu'on fait cette déclaration pour se faire croire comme une bonne démocratie, on pense jeter de l'anathème sur l'opposition. Parce que là, il faut reconnaître que le jeu politique, ce n'est pas que le terrain. Il y a la diplomatie, il y a l'international. Il ne faut pas oublier la géopolitique. Donc, c'est une communication comme ça que UNI a toujours l'habitude de faire. Lorsqu'ils sont face à une situation, ils savent que ici, le peuple est plus ou moins mobilisé. Alors, il revient à l'opposition de reprendre la balle et de démontrer par A plus B que la sortie du ministre n'est qu'une hypocrisie. Parce que sur le terrain, aujourd'hui, Dr Tingyo l'a décrit, dans son quartier, les chefs cantons, les chefs quartiers, les préfets sont ceux que le pouvoir manipule pour empêcher l'opposition d'avancer. Alors, il serait surprenant d'apprendre aujourd'hui que le régime de Faure veuille une opposition forte. D'accord, mais Ricardo Agouzou, on est d'accord avec ce que vous dites, mais comment réagissez-vous, contrairement à ce que vous affirmez, là, plutôt, la population, bien, selon ce qu'on entend aussi, c'est plutôt l'opposition qui est plus possible pour certains Togolais. Ah, l'opposition nous a fait ça, l'opposition nous a fait ça, l'opposition a fait ça. C'est ça la réaction de certains Togolais. Comment est-ce que vous le comprenez? Non, ils n'ont pas encore compris. Il faut reconnaître que les gens sont dans le jeu politique, mais ne comprennent pas exactement l'enjeu. Ça, c'est les citoyens qui le disent. Maintenant, il faut leur expliquer. C'est là où je peux accuser également les partis politiques qui ne jouent pas leur rôle de sensibilisation. On est parti politique pas seulement pour le jeu de l'alternance, pour le jeu du pouvoir, mais il faut éduquer ces militants. Il faut leur dire exactement ce que c'est que la politique. C'est quoi l'alternance et quel est le jeu que nous menons face à qui nous sommes? Vous comprenez ce que je dis? Alors aujourd'hui, quand les gens disent que c'est l'opposition qui est divisée, qui a des problèmes, c'est elle. Mais il faut reconnaître que chaque parti politique a son idéologie. Et lorsque vous avez 2-3 partis politiques qui sont ensemble, c'est des idéologies qui s'affrontent. Mais il est normal de voir cette division. Et ce n'est pas qu'au Togo seul. Partout ailleurs, quand on a des oppositions, on a également des idées divergentes et donc on va s'entendre peut-être sur le minimum. Et c'est ce que les acteurs politiques au Togo ont toujours fait en faisant des regroupements, des coalitions. Mais il ne faut pas que les Togolais attendent que des regroupements, des coalitions soient toujours à long terme. Non, c'est des circonstances qui regroupent des acteurs sur un fait donné. Et lorsque le temps passe, c'est une question de contexte. Lorsque le contexte change, il est normal de voir ces acteurs également être divisés. Moi, c'est la norme que je vois en politique. Maintenant, que des acteurs ou des individus soient sur des réseaux ou sur des plateformes à flinguer l'opposition, moi, je crois également que la responsabilité incombe aux acteurs pour commencer par éduquer leurs militants. Et lorsque cette éducation, le niveau politique sera ancré, on ne va plus entendre ce genre de choses. Mais permettez-moi que je revienne sur le pouvoir, sur cette sortie, pour dire que moi, je suis tellement surpris qu'aujourd'hui, qu'on nous dise que le président Faure ne veut pas danser, s'apprécier et qu'il veut une opposition forte. Vous savez, quand vous allez dans nos villages, le docteur l'a dit, quand vous allez dans nos villages,
le terme opposant est un terme péjoratif. C'est un sorcier du milieu. C'est un homme à abattre. C'est un homme à repulser. C'est un homme qui est venu pour détruire. C'est comme vous êtes un étranger. L'État togolais appartient au régime RPT uni et que tous ceux qui sont contre ce système sont des étrangers qui veulent casser le Togo. C'est comme ça qu'on En tout cas, c'est vraiment écœurant. C'est vraiment écœurant. En tout cas, sur Radio Avolete, nous sommes pour le peuple. C'est une radio. L'émission phare, c'est la voix du peuple. Donc, si le pouvoir fait tout et tout pour faire disparaître l'opposition et que nous-mêmes, peuple, on tombe dans ce jeu de niadoua sur les réseaux sociaux, c'est dangereux pour la lutte que nous menons. C'est dangereux parce qu'il faut voir la... J'ai dit ici, nous sommes dans un système autocratique, un système militaire avec tout l'arsenal de guerre qu'il faut. Et donc, quand vous êtes face à un tel système, il n'est plus question de juger, de condamner les acteurs qui prennent des risques. Docteur Tingo, moi, je vous félicite, les acteurs politiques de l'opposition, je vois comment les gens souffrent. Et quand on attaque un leader d'opposition, franchement, ça me fait mal parce que je connais le sacrifice qu'ils font. Ils ne sont pas obligés d'avoir le résultat qu'ils doivent avoir face à ce système. En tout cas, Ricardo Agozo, on ne fait pas. Je ne pense pas que vous êtes en train de faire l'éloge des partis politiques, des leaders de l'opposition, mais il y a des erreurs. On peut, entre guillemets, on en commet. Tout le monde commet des erreurs, mais sacrifier toute l'opposition, comme on le voit sur les réseaux sociaux, on n'arrive pas à comprendre quand même, Ricardo Agozo. Parce que vous êtes à l'Oméo Togo. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Bon, le pouvoir en place lui-même commet des erreurs. Même dans ton foyer, il y a des erreurs que tu commets. Mais ici, nous sommes sur le plan politique. Nous sommes sur le terrain et nous décrivons. Dans le système actuel, il ne faut pas accuser l'opposition. C'est que le système lui-même ne veut pas un déverrouillage. Docteur Tingo a effleuré ce qui se passe aujourd'hui au sein d'UNI. Si vous voulez qu'on en parle, on va parler. On va parler bientôt. On va parler bientôt. Merci. Oui, mais écoutez, si UNIR veut une opposition forte, elle ne doit plus s'agiter quand on voit un acteur émerger et qui sort de UNIR pour devenir opposant. On va parler dans quelques minutes de cette affaire de l'ex-ministre de la Défense, Madame Nyakade. À votre question de savoir si c'est ces erreurs ou cette division de l'opposition qui empêche fort de réaliser l'alternance, mais je vais être clair. Pour être un président de la République, il faut être un homme vertueux. Un homme vertueux, c'est un homme qui respecte les textes qui sont prescrits dans son État pour le bonheur du peuple. On ne peut pas surfer sur les erreurs, soi-disant, sur les difficultés des autres, pour faire le faux en rejetant le tort sur les uns et les autres. C'est comme, excusez-moi, certains qui veulent jeter le tort sur certaines puissances, que c'est eux qui retiennent nos nations. Mais c'est vrai, on peut être retenu par des puissances, mais on ne refuse à personne de construire des routes, on ne refuse à personne de construire des hôpitaux. C'est que les acteurs qui sont au pouvoir, les présidents que nous avons en Afrique, ne veulent pas faire développer leur État. Et c'est comme ça que le pouvoir aujourd'hui uni ne veut pas déverrouiller le jeu politique. Donc, c'est eux qui ne veulent pas de l'alternance. Ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas des erreurs. On ne refuse pas. Mais Faure a fait déjà plus de 2 mandats. Mais quand il était question de parti, nous avons vu la guerre sur la limitation des mandats jusqu'à ce qu'on soit obligé de faire des jeux à l'étranger au niveau de l'international pour dégager l'opposition au niveau du Parlement et ouvrir la voie au président Faure. Tout ça, est-ce que c'est les erreurs de l'opposition? Non. On n'a pas la volonté de quitter au pouvoir. Et observez bien le jeu politique, vous verrez que même cette limitation de mandat qui va donc mettre fin au pouvoir de Faure-Gnassingbé en 2030, il y aura des tentatives encore pour essayer de déverrouiller cet article. D'accord, merci Ricardo Agozo. Alors, docteur Richard Tijour, je disais que c'est pas moi qui le dis, c'est clair, le constat est amer. Le Togo semble de plus en plus ingouvernable par les dirigeants actuels, gouvernants actuels, c'est-à-dire Faure-Gnassingbé. Alors, mis à part les élections législatives de 1994, les gouvernants actuels organisent systématiquement des fraudes électorales pour se maintenir au pouvoir. Vous l'avez dit également. Alors, cette façon de confisquer le pouvoir politique par la fraude et la force aussi, n'est-elle pas la véritable cause de démobilisation des populations, Dr Richard Tingo?
Bien sûr, ça fait partie des causes de la démobilisation de la population parce que la population elle-même, elle voit ce qui se passe sur le terrain. Et à chaque fois, quand elle fait l'effort, elle constate que ces efforts-là sont annulés. Ces efforts-là sont annulés par le régime en place qui utilise, comme je l'ai dit, en tout temps, certains acteurs de l'État, de la chefferie traditionnelle, et ainsi de suite, pour empêcher. Vous voyez un peu. Donc ça fait qu'à un moment donné, les gens sont démobilisés. Au-delà de cela, vous allez voir le fait qu'ils utilisent la prison, ils utilisent la terreur, les menaces et tout. Tout ça là, ça démobilise. J'ai donné l'exemple la dernière fois où je disais que j'étais à Dangpen et le préfet a demandé qu'on nous disperse. Et il a envoyé les gendarmes là-bas qui sont venus armés comme si j'étais un voleur ou un brigand. Tout ça là, ça terrorise la population. Ça terrorise. Quand les gens vont voir leur leader qui... on vient le renvoyer là-bas avec les armes et consorts, est-ce que les gens auront encore le courage? Donc, ils utilisent parfois la terreur. Moi, je ne suis pas en train d'accuser l'armée. L'armée va faire son travail. Elle est au service des gouvernants. Elle est au service du peuple. Donc, si on lui dit d'aller faire ceci, elle fera. Mais c'est celui qui donne les ordres là qui doit repenser à la cohésion, qui doit penser à demain. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Demain, quand vous n'aurez pas le pouvoir, qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que vous allez devenir? L'alternance dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas l'opposition. L'alternance doit venir de ce régime-là. C'est ce régime-là qui doit accepter qu'on organise. C'est pourquoi moi, j'aurais aimé, même s'ils savent qu'ils sont très forts, qu'ils n'ont pas peur de perdre ces élections, qu'ils organisent les élections de façon transparente. Au lieu même de rester dans les bureaux de vote pour pouvoir faire les élections, faisons les élections à ciel ouvert. À ciel ouvert, quand vous venez, vous prenez vos bulletins, on vous met à l'écart et vous allez voter, il n'y aura pas d'isoloir. Et on va voir est-ce que les gens vont encore utiliser les bulletins pré-votés pour venir bourrer. Ils n'ont qu'à signer, ils n'ont qu'à accepter qu'on signe les bulletins de vote. Les membres des bureaux de vote là, ils n'ont qu'à tous signer. Ce n'est pas des questions d'empreinte digitale, non. Que les gens signent. L'hologramme qu'ils mettent là, ça ne sert absolument à rien. Que les membres des bureaux de vote signent avant de remettre les bulletins. Et vous verrez qu'à la fin, qu'ils auront du mal à utiliser les bulletins pré-votés. Parce que avec ces signatures, ça peut être très difficile que vous puissiez imiter la signature de tout le monde. Ou bien vous allez voler le bulletin. Vous voyez un peu? Donc ils savent très bien que s'ils organisent les élections de façon transparente, l'opposition va gagner. Et que la population soutient l'opposition. Tout ce bruit ou tout ce que la population endure, est-ce que vous pensez que la population est pour le régime? Non, ce n'est que quelques individus qui courent après quelques billets de banque ou qui courent après quelques marchés ou qui courent après des emplois ou des promotions qui jouent ce sale jeu-là. Mais dans leur coin, ils sont les premiers à se plaindre. Ah, ça ne va pas, ça ne va pas. Pourtant, vous êtes les acteurs clés qui encouragent ce régime-là à torturer le peuple. Ce n'est pas normal. Moi, j'estime que si nous voulons que le pays avance, il faudrait que le régime déverrouille, comme mon cher frère ami Ricardo l'a dit, il faudrait que le régime-là déverrouille le système. Si réellement ils savent qu'ils veulent organiser l'alternance, rien ne prouve, comme il a dit, rien ne prouve qu'en 2025 ou 2030, ils ne vont pas présenter le même candidat. Moi, j'aurais aimé que le président de la République facilite l'alternance, qu'il dise aujourd'hui, j'ai fait plusieurs mandats, je vais organiser les élections de façon transparente. Si l'opposition gagne, elle vient. Si c'est le parti au pouvoir qui vient, il reste. Et pour qu'il puisse sortir la tête haute. Sinon, tout ce que nous sommes en train de faire, nous n'allons pas nous décourager. On va toujours continuer par mener la lutte comme on peut. Avec les moyens dont nous disposons. Tout à fait. Alors, Ricardo Agouzou, justement, cette division qui, justement, inquiéterait le ministre UNIR, Foli Bazi Katari, a fait l'objet de débats également à Lomé, commenté également par nos confrères journalistes. Je me rappelle, cette semaine, j'ai lu à la une d'un journal, justement, le journal Le Correcteur, qui disait la paille et la poutre de Foli Bazi Katari, justement, qui a aussi division au sein du NIR. Alors, Ricardo Agouzou, vous êtes aussi journaliste, que vous inspire alors l'exclusion de Mme Nyakadé, ex-ministre de la Défense du mouvement, justement, Jeunesse sans frontières pour le développement du Togo, JSFDT, Ricardo Agouzou? Oui, Amos, avant de répondre à votre question, je voudrais juste vous permettre que je revienne sur la question des militaires, parce que le docteur a fait une analyse, il disait que c'est celui qui donne des ordres, parce que, bon, on ne peut pas les accuser, les militaires. Mais je voudrais citer ici l'article 21 de la Constitution. Le dernier alinéa, c'est-à-dire l'alinéa 3 dit
tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave, manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques. C'est clair que quand vous recevez des ordres pour aller réprimer, le bon sens voudrait que vous respectez la loi fondamentale qui nous régit, qui est la Constitution, et de ne pas se soumettre à des ordres toujours pour aller réprimer les manifestants. C'est ce que je voulais dire. Quand il disait également que si le pouvoir veut qu'il ouvre le jeu, la transparence, pour voir si réellement le peuple ne va pas aller choisir l'opposition, mais dans ce contexte même où on organise des élections avec la fraude, le pouvoir ne gagne pas les élections. Je prends pour l'élection 2020 où en 24 heures, on donne les résultats. Amos, aucun État ne peut le faire. Nous savons comment on centralise les résultats. Ne serait-ce que ça pour démontrer qu'en réalité, le jeu que les gens font, quelles que soient les fraudes, l'opposition arrive à s'en sortir parfois. Alors, je reviens sur votre question. La brouille entre Nyakadé aujourd'hui et le régime, sinon le parti uni, m'étonne moi. Ça m'étonne parce que quand vous prenez ce qui se passe, c'est un problème interne à un mouvement politique ou à une association, on peut le dire. C'est vrai que le mouvement créé par Nyakadé, il faut bien le préciser, parce que nous sommes allés aux informations, est un mouvement politique pour soutenir le parti uni. Mais ce mouvement n'est pas comme ça, ex nihilo. Il est fondé sur des textes que nous appelons des statuts. Et lorsque vous prenez les statuts, moi j'ai lu les statuts de ce mouvement, vous allez comprendre qu'il y a une disposition, l'article 34 dit que les dispositions des présents statuts ne peuvent être modifiées qu'en assemblée générale. Ça veut dire qu'il est possible de modifier les statuts de ce mouvement. On n'a pas dit que lorsqu'un mouvement est créé ou une association est créée, son but et ses objectifs sont figés. Il n'y en a pas. Même quand vous prenez le canevas de création des associations, vous voyez ça clair. Et donc, aujourd'hui, vous avez vu le message que Mme Nyakadé a sorti sur les réseaux sociaux. Elle dit clairement qu'elle veut transformer son mouvement politique en un mouvement social. Et également, lorsque vous prenez les dispositions des statuts de ce mouvement, l'article 6 dit que le mouvement intervient dans 3 domaines. Le domaine politique, social et économique. Ça veut dire que cette dame n'invente rien. Elle voudrait ramener le mouvement sur le plan social, tout en reconnaissant que les autres domaines existaient. Alors, qu'on nous dise aujourd'hui que c'est parce que un membre fondateur d'un mouvement émet des idées pour transformer le but ou les objectifs du mouvement, il faut donc l'exclure. Ça pose déjà un problème sur le fonctionnement de ce mouvement. Et la dame dit clairement dans son message qu'elle a posté sur les réseaux sociaux que c'est le secrétaire exécutif d'UNIR qui a menacé des membres lorsqu'elle a commencé par faire des concertations. Parce qu'il faut reconnaître que c'est l'Assemblée générale qui est habilitée à se prononcer sur la mutation d'un mouvement ou bien le changement des buts et des objectifs. Et donc, il faut un débat en interne. Quand elle a posé le débat en interne, c'est le secrétaire exécutif de UNIR qui a commencé par menacer ses membres et elle a déjà prévenu l'opinion que l'objectif était de l'exclure. Maintenant qu'elle a été exclue, allons interroger les règlements intérieurs qui régissent aujourd'hui le mouvement de Nyakadé. Je suis allé également interroger les règlements intérieurs. Et l'article 6 du règlement intérieur dit, en cas de non-respect ou de violation des textes fondamentaux, parce qu'on l'accuse, selon les articles 4 de leur statut, d'avoir violé, il a dit que le principe qui devrait soutenir le régime uni, sinon le parti uni. Mais l'article 6, comme je l'ai dit, en cas de non-respect par un membre, le comité de surveillance peut le suspendre provisoirement des activités jusqu'à la tenue de la prochaine Assemblée générale ordinaire. C'est bien précisé. Ça voudrait dire, dans ce cas d'espèce, si réellement que le mouvement a constaté que Mme Nyakadé est en train de dérailler, il faut la surseoir, il faut la suspendre provisoirement et attendre une assemblée générale ordinaire. Maintenant, qu'on puisse organiser une assemblée générale extraordinaire, ça voudrait dire
qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose derrière. Et c'est ce que Mme Nyakadé a dénoncé. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que tout ce qui se joue voudrait dire clairement au sein du NIR, il n'y a pas la stabilité. Et donc, un régime comme ça, ou un parti d'union avec son symbole de paix, s'il n'a pas pu résoudre son problème en interne, il n'aura pas de raison à donner des leçons à l'opposition. D'accord, voilà merci. Ce que nous savons. Oui, d'accord. Alors, docteur Richard Tidjo, vous êtes un acteur politique de surcroît, leader de parti politique. Donc voilà, on nous dit opposition divisée, ou bien division au sein de l'opposition. Maintenant, division au sein du parti uni, parti au pouvoir. Alors, le journal, le correcteur l'a titré, la paille et la poutre de Folie Basile Katari qui est d'unir également. Alors, docteur Richard Tidjo, selon des informations, Madame Marguerite Nyakadé, ex-ministre de la Défense, serait à la manœuvre pour créer un parti politique de l'opposition. Alors, au sein du parti unir, justement, on parle de haute trahison. Docteur Richard Tidjo, cela ne s'apparente-t-il pas à des manœuvres politiques pour distraire l'opposition togolaise? Donc, écoutez, moi, l'opposition aussi est vraiment préoccupée par la division qui se trouve au sein de UNIR et ses mouvements. C'est inquiétant. Vous êtes vraiment inquiétant. Vous parlez de... Je ne pense pas que vous allez parler au nom de toute l'opposition, mais vous, en tant que leader politique, ça vous préoccupe? Nous sommes également inquiets. Ah bon? Au même titre que la manière, au même titre que le ministre. C'est-à-dire, pourquoi vous vous inquiétez alors? Un instant, pourquoi un parti dit unir? Unir, le symbole même unir veut dire quoi? L'union. Comment se fait-il qu'un parti qui prône l'union est si divisé? Il n'arrive pas à s'entendre. Pourtant, ils prônent l'union. Vous voyez que c'est inquiétant. Ça veut dire que si eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'entendre, ils n'arrivent pas à vraiment mettre en place ce qu'ils disent ou bien l'idéologie qu'ils prônent, imaginez pourquoi ils devraient s'inquiéter par rapport à ce qui se passe au niveau de l'opposition. Vous voyez un peu ce qui se passe au niveau du NIR avec l'exclusion de Mme Nyakadé. Moi, je suis plus inquiet par rapport à sa situation et le service qu'elle a rendu à la nation. Elle était ministre des Armées. La même situation qui arrive à cette dame-là, c'est presque la même situation qui est arrivée au ministre Bojona, qui était aussi de Union et qui était aussi de Unir. Voilà la division en leur sein. Quand Bojona a quitté Unir, a tenté de mettre en place un mouvement pour pouvoir aller aux élections locales, n'est-ce pas qu'ils ont trouvé des moyens pour l'empêcher d'aller à ces élections, si j'ai bonne mémoire. Ils l'ont empêché. C'est la même chose qu'ils ont fait à la dame. Est-ce que la dame n'est pas libre d'aller créer son parti politique? Si aujourd'hui elle trouve qu'au sein de l'Union, au sein de l'Uni, ça ne va pas parce qu'il y a la division et qu'elle veut se mettre en retrait pour créer son parti politique, la loi l'autorise, elle a son plein droit de créer son parti politique. Que ce soit un parti politique d'opposition ou un parti politique, l'essentiel, qu'on l'autorise aussi à créer ce parti. Pourquoi cela doit les inquiéter? Ils ont peur de quoi? Ils doivent avoir peur de quoi? La dame est libre. Et la dame, ce qui est en train de l'arriver, il va falloir qu'elle fasse peut-être attention parce que ils sont tellement capables de lui porter un habit et finira soit par l'exil ou soit par la prison. Voilà comme ce qui est arrivé à tous ceux qui ont travaillé avec eux et qui ont tenté de dénoncer ou bien de sortir de leur cercle. Ce n'est pas normal qu'un pays fonctionne comme ça. Lorsque nous parlons de la démocratie, il faut véritablement que ce ne soit pas un mot, mais que ce soit vraiment des actes. D'accord. Mais le régime là nous prouve à suffisance qu'ils ne sont pas là pour aider la population à s'épanouir, pour aider les organisations à s'épanouir. D'accord. On va conclure ce débat d'abord avec docteur plutôt Ricardo Agouzou en ligne depuis Lomé. Vous savez, Ricardo Agouzou, que les élections législatives et régionales sont annoncées cette semaine cette année 2023, j'allais dire. Nous sommes déjà à la fin du mois de juin pratiquement, mais la CENI est toujours incapable de communiquer sur le calendrier électoral au peuple togolais. Alors, comment, dans ces conditions, Ricardo Agouzou, le parti uni, parti au pouvoir, peut-il reprocher à l'opposition, disons la vraie opposition, de ne pas s'organiser pour
aller à la conquête et l'exercice du pouvoir politique. Alors, Ricardo Agouzou, que direz-vous pour conclure ce débat citoyen? Oui, et quand vous voyez un parti bien structuré, comme ils savent s'appeler le Grand Parti Uni, qui a un problème en interne qu'il ne peut pas résoudre et qui se fait entendre à travers la presse et les réseaux sociaux, bien, vous comprendrez que ce n'est plus la peine de parler de la division de l'opposition. Et c'est là où je rejoins mon co-débatteur. Nous sommes tous inquiets de ce qui arrive. Mais là, il faut dire clairement que trop de morts, trop d'exilés politiques dans le jeu politique au Togo. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que le parti qui s'est déclaré parti de paix arrête ça. Parce que Dr Tindio l'a dit, on sait où est-ce que cette dame, ça peut l'amener. On a fait partir beaucoup. D'autres sont contraints au silence. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait le jeu démocratique. Si tel est qu'on veut imiter les grandes démocraties, il faut mettre l'eau dans son vin pour éviter de traquer des gens pour juste leur opinion. Parce que je veux créer un parti politique et donc on doit marceler, on doit faire tout pour me faire taire. C'est maintenant que nous comprenons pourquoi elle a été limogée sans motif de son poste de ministre des Armées. Et aujourd'hui, son propre mouvement, elle a été éjectée. Donc vous comprenez un peu cette situation. Moi, je dis clairement que la charte des partis politiques dit qu'il suffit d'avoir 25 ans. Il suffit de réunir les choses que vous avez. Quand vous avez la volonté de créer votre parti politique, vous le faites. Rien n'autorise le parti UNIR à empêcher Nyakadé, si elle veut, c'est son ambition, d'apporter quelque chose sur le terrain politique. Elle peut créer son parti. Alors, maintenant, revenons à votre question pour dire que les élections, moi j'avais déjà évoqué ce problème il y a de cela 3 mois. Normalement, les acteurs politiques devaient connaître, ne serait-ce que le chronogramme. Ils n'ont pas le chronogramme et donc on les tire comme des bêtes et puis bon, à tout moment on sort un petit calendrier, son agenda qui est caché, mais ce n'est pas comme ça, il faut respecter les acteurs. Ils ont un cadre. Après le cadre où ils se sont retrouvés pour aplanir les divergences, les problèmes, aujourd'hui il y a le CPC qui discute des problèmes et de la tenue des élections. Il faut connaître le chronogramme. Et ce qui est pire, on parle des élections régionales dans une année. Mais nous sommes à 6 mois de la fin de l'année. Nous sommes en juin, il reste que 6 mois. Et on ne connaît même pas. On ne sait même pas si ces élections régionales seront couplées ou non, comment elles seront organisées, quels sont les contours de cette élection. Mais UNIR le sait très bien. Et je l'ai dit, ils se préparent. Dès qu'ils seront prêts, ils vont lancer la machine. Et l'opposition va courir derrière. Et bonjour les dégâts, c'est ce qu'ils attendent. Mais la CENI, organe chargé d'organiser les élections, elle aussi, mais c'est ça, elle se soumet à l'autorité du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, il revient à la CENI de faire une proposition de date pour que le pouvoir puisse le rendre public. Mais dans ce jeu, on a fini le recensement. On va encore nous dire qu'il faut sortir les doublons, il faut faire ci, il faut faire ça. Même si on connaît le calendrier républicain qui dit qu'au plus en novembre ou décembre, on doit organiser les législatives, il faut situer les acteurs politiques. Parce que c'est le chronogramme qui permet à chacun de savoir le peu de moyens qu'il a, comment s'organiser et comment faire les choses. Donc pour moi, cette élection n'est pas déjà libre, elle est à vase clos pour certains qui doivent connaître l'enjeu, le comment, le contour, et dès qu'on finira, on va imposer ça aux acteurs. C'est une injustice dans cette préparation. En tout cas, merci beaucoup. Ricardo Agouzou, je rappelle que vous êtes journaliste et conseiller municipal, groupe indépendant Causa Espoir basé à Kara, au fin fond du Togo, au nord du Togo. Ricardo Agouzou, merci beaucoup. À très bientôt pour d'autres débats citoyens. Merci à tous les fidèles auditeurs du Radio Canal K et à Vouleté et à tous les Togolais. Merci infiniment, Ricardo Agouzou. On va conclure ce débat citoyen également avec Dr Richard Tindio. Vous savez très bien que les organisations de la société civile sont interdites de réunions et de manifestations. Les partis politiques ne peuvent pas se réunir non plus sans obtenir
l'autorisation du ministère de l'Intérieur alors que nous sommes dans un régime de déclaration et non de l'autorisation. Alors, Dr Richard Tchindjo, pensez-vous que Fonya Singbe et le parti uni, le parti au pouvoir, font tout pour empêcher l'organisation des élections apaisées, transparentes, équitable au Togo? En début d'émission, on a parlé également du message des évêques du Togo qui demande aux acteurs politiques de faire tout et tout pour créer un bon climat pour les élections régionales et législatives. Que direz-vous, Dr Richard Tchindjo, pour conclure ce débat citoyen? Oui, je vais dire que le parti n'aura peur de l'opposition. Le parti n'aura peur de l'opposition, sérieusement. C'est pour ça qu'ils font tout pour empêcher les partis politiques, la société civile, d'utiliser leur droit de liberté. Vous voyez, la liberté d'expression n'existe pas. Ils utilisent l'appareil de l'État, les préfets, les chefs cantons pour empêcher. Vous voyez, vous pouvez même déposer une note au niveau du ministère de l'administration territoriale pour informer, puisque nous sommes dans un régime d'information, pas d'autorisation, comme ils ont toujours l'habitude de faire croire. C'est un régime d'information, mais pour eux, c'est comme si nous étions dans un régime d'autorisation. Parce que quand un préfet va t'interpeller, il va te dire, vous n'êtes pas autorisé à le faire. Mais il ne dira pas que je n'ai pas reçu l'information. Parfois, vous êtes déposé la note au niveau du ministère de l'administration territoriale, qui est censé véhiculer la note au niveau des préfets pour que les préfets prennent les dispositions au niveau des chefs cantons et autres. Parfois, ils font sciemment. Ils vont te dire qu'ils n'ont pas reçu de note. Malgré que vous envoyez peut-être votre organe, peut-être certaines personnes les rencontrent au niveau des préfectures pour leur dire voilà la note, voilà ce qui a été fait. Ils font toujours la sourde oreille parce qu'ils veulent toujours empêcher tout mouvement des partis politiques ou des organisations de la société civile. Ce qui n'est pas normal, ça prouve à suffisance leur degré de peur de l'opposition. La CENI qui organise ces élections-là, la CENI qui est dite une commission indépendante, n'est pas en train de jouer son rôle. Parce que je prends l'exemple du calendrier électoral. Les dates des élections, le calendrier électoral, nous ne connaissons pas ce calendrier-là. La date du recensement, vous avez vu comment ça s'est passé. La communication n'y est pas. Mais si vous comparez un peu la communication que le pouvoir avait fait en 2018, quand l'opposition n'était pas allée aux élections, ils avaient sérieusement communiqué. Ils avaient matraqué les gens à aller se faire recenser pour avoir des cartes d'électeurs parce que eux, ils allaient aller à ces élections-là seuls. Maintenant qu'ils ont vu que l'opposition ira à ces élections, la communication n'y est pas, ils ne font pas suffisamment la communication, ils ne donnent pas le calendrier, mais comme mon frère Ricardo l'a dit, eux, les militants d'UNI, les sympathisants d'UNI, ont le calendrier. Quand vous allez au nord, actuellement, ils sont plein de cadres d'UNI sont là à circuler pour faire leur pré-campagne. Parfois même avec les véhicules de l'État, sans être inquiétés. Est-ce que c'est normal, on peut vivre dans un pays comme ça? Est-ce que réellement, si nous voulons construire un pays épanoui, nous devons nous comporter ainsi? Vous voyez que quelque part, il y a de la tricherie. C'est parce que le régime la craint qu'il est en train de jouer à ce jeu-là, ce qui n'est pas normal. Vous voyez, je vais aussi demander à nos évêques de prendre en compte cette préoccupation-là, au-delà de la libération des prisonniers politiques, des exilés politiques, et la question des journalistes, qui aujourd'hui, les journalistes ont du mal à s'exprimer. Beaucoup sont partis en exil. Certains médias sont en train d'être sanctionnés. Est-ce que dans ces conditions-là, nous pensons véritablement un Togo lors de l'humanité? Non. Il va falloir que les évêques prennent leur bâton de pèlerin, aillent voir ce pouvoir-là en place, leur dire que tout ce que nous suivons sur les médias, à travers les radios et consorts, la majorité rejette la responsabilité sur ce pouvoir. Prenez sur vous la responsabilité d'ouvrir le système, de déverrouiller le système pour que les Togolais soient épanouis. Beaucoup de nos frères sont dans la diaspora, mais ils ont peur de revenir au pays. Parce qu'ils se disent, quand ils sont là-bas, moins de fois dans ce pays seront traqués. Nous-mêmes qui sommes dans ce pays-là, je vous dis que c'est seul Dieu qui nous protège. C'est seul Dieu qui nous protège. On ne peut pas vivre dans un pays comme si on était des étrangers. C'est pas normal. Il va falloir que ce régime-là revoie la copie. Parce que demain, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, demain, ils peuvent perdre le pouvoir. Si on leur fait vivre la même chose qu'ils font vivre à la population, aux acteurs de la société civile, aux partis politiques, est-ce qu'ils vont accepter? C'est pour ça que vous voyez que tous ceux qui quittent UNI, parce qu'ils sont frustrés, ne sont pas d'accord sur la manière dont les choses se passent, ils ne leur font pas cadeau.
C'est le lieu d'interpeller aussi les zélés qui sont dans ce régime-là, qui pensent qu'ils ont tout. Le régime n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Aujourd'hui, vous le servez parce que ça l'arrange, il vous applaudit, mais demain, quand il constate que vous n'êtes plus utile, il va se retourner contre vous et c'est là que vous allez commencer par regretter. Ah, voilà le régime, ils ne sont pas bons, ils sont comme ça, et vous pourrez revenir dans l'opposition, demandant ce que l'opposition se lève contre ce régime. Pourtant, vous étiez là-bas, vous torturiez les gens. Il va falloir que les gens réfléchissent. Vous voyez au niveau de l'armée ce qui se passe. Les responsables d'armée les organisations de la société ont dénoncé la manière dont ils ont posé des actes inhumains. Ils se trouvent où aujourd'hui? Le pouvoir, ça tourne. Le pouvoir, c'est comme la roue. Il va falloir que nous ne perdions pas de vue que nous sommes tous des Togolais et que ce territoire-là nous appartient. Merci. Nous devons tout faire pour préserver ce Togo-là. Plus le Togo est dans la sérénité, plus le développement va s'incruster. Mais si nous ne continuons pas à considérer le Togo comme une propriété privée et que certains ont droit, d'autres n'ont pas droit, c'est que nous sommes en train de contribuer à détruire ce pays-là. Et demain, l'avenir va nous rattraper. En tout cas, merci beaucoup, Dr Richard Tinjo. Je rappelle que vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Vous êtes vice-président donc de ce parti politique. Merci beaucoup, Dr Richard Tinjo et le journaliste Ricardo Agouzou de nous avoir accompagnés dans ce débat citoyen en ligne depuis Lomé. Merci également à vous, auditrices et auditeurs de Radio Canal K et de Radio Avolete. Merci de nous avoir également suivis dans ce débat citoyen. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres débats citoyens. Mais avant de prendre congé de vous, nous on le répète tout le temps, c'est devenu une récitation, mais nous devons bien écouter les mots qui sortent de ce message fort de feu Thomas Sankara qui nous disait: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Je répète, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Il a renchéri en disant: cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Novio Avolete. Kokole, Tetinta, bonsoir. Radio Avolete, l'esprit patriotique.